Bienvenue à tous les auditeurs. Aujourd'hui, je suis chez Virtuosa avec Valentin Mathieu. Bonjour Valentin. Bonjour Lucien. Donc aujourd'hui, Valentin, c'est un avocat fiscaliste spécialisé dans les stratégies familiales et notamment dans l'immobilier d'entreprise. Et c'est pour ça qu'il m'a été recommandé de l'interviewer sur ce podcast. Et donc, est-ce que Valentin, tu peux te présenter ? Et bien sûr, avec plaisir. Merci de nous donner un peu de ton temps également et de nous inviter sur ce podcast. Donc moi, je suis Valentin Mathieu, je suis avocat fiscaliste depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets d'avocats de premier plan et aussi dans des banques privées, au sein de services d'ingénierie patrimoniale notamment. Et depuis un peu plus de 4 ans, j'ai créé ce cabinet d'avocats qui s'appelle Virtuosa Société d'avocats, dans lequel j'ai un certain nombre de collaborateurs et pour lequel nous travaillons avec des clients, à peu près 180 aujourd'hui, sur des sujets de fiscalité du patrimoine et d'ingénierie du patrimoine. Et notamment le sujet qui va nous occuper un peu aujourd'hui, le sujet de la fiscalité patrimoniale sous l'angle de l'immobilier d'entreprise. Et donc pour nos clients qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des entreprises de tailles différentes, eh bien, notre objectif, c'est de les accompagner sur la croissance de leur patrimoine immobilier qui permettent bien souvent la croissance du bien professionnel et donc de tous les paramètres qui peuvent être pris en compte pour réaliser une opération dans de bonnes conditions, étant entendu qu'il y en a de nombreux et c'est la raison pour laquelle on va se parler aujourd'hui. Super. Déjà, est-ce qu'on peut clarifier de quoi on parle quand on parle d'immobilier d'entreprise précisément ? Parce que tu as parlé de différentes tailles, de différents paramètres. Qu'est-ce qui rentre en compte dans l'équation ? L'immobilier d'entreprise, c'est avant tout répondre à un besoin. Un besoin qu'un client peut avoir et c'est la raison pour laquelle il vient vers nous. Il se pose des questions sur le point de savoir est-ce qu'il est intéressant d'acheter son bien immobilier plutôt que de le louer ? Est-ce que ces locaux professionnels, il est nécessaire pour lui de les acquérir ou alors plutôt de rester locataire ? La question principale, en tout cas celle qui me vient à l'esprit dans un tout premier temps, c'est de se dire est-ce que le chef d'entreprise a réfléchi aux contraintes que l'acquisition de l'immobilier d'entreprise peut représenter pour lui et pour la croissance de son activité ? Le point fondamental auquel les chefs d'entreprise, en tout cas la question fondamentale qu'ils se posent, c'est est-ce que je ne vais pas être bloqué si j'achète un plateau de bureau de 2000 m² dans Paris ou autre, qu'importe. Est-ce que je ne vais pas être bloqué dans ma croissance si à un moment donné mon entreprise avance vite, se développe vite et donc je n'ai plus d'espace, je vais donc être obligé de revendre mon bien immobilier. La revente peut prendre du temps, ce peut être le mauvais moment de revendre puisque l'immobilier ne fait pas que monter, même si compte tenu de notre jeune âge tous autour de la table, on a tendance à croire que l'immobilier prend de la valeur tous les ans. Ça n'est pas obligatoirement le cas et c'est la raison pour laquelle se pose vraiment la question de savoir si en fonction du business plan que le chef d'entreprise a, est-ce qu'il va tenir dans les locaux qu'il va acheter. Et donc s'il ne tient pas, cela va-t-il créer des contraintes d'évolution et va-t-il être obligé de freiner sa croissance, donc d'embaucher moins de salariés, de prendre moins de dossiers, quelle que soit son activité. Et donc c'est vraiment la question principale quand on parle d'immobilier d'entreprise, c'est le premier choix qu'on fait, est-ce que j'achète ou est-ce que je loue ? C'est vraiment ça le sujet. Ok, donc le premier sujet, c'est finalement de la stratégie business pour se dire est-ce que je souhaite rester dans mes locaux ou pas ? Et qu'est-ce qui fait le critère de choix justement par rapport à ça ? Est-ce qu'on peut envisager d'acheter petit et de se dire que de toute façon on changera, puis nous-mêmes on aura un locataire et puis on sera de nouveau locataire ? Ou comment est-ce que vous envisagez ce genre de stratégie ? Bien souvent, les impacts principaux viennent de deux choses. La philosophie, qui est personnelle, c'est-à-dire qu'on a tous, de par nos expériences, et les chefs d'entreprise aussi, on a des sensibilités particulières. Et donc, on peut avoir eu de bonnes ou de mauvaises expériences avec l'immobilier. On a pu avoir dans notre entourage des personnes qui comptent pour nous, qui ont pu nous dire à un certain nombre d'occasions « Non, l'immobilier, c'est une classe d'actifs que je n'aime pas, qui est compliquée, qui est peu liquide, et donc c'est la raison pour laquelle je ne conseille pas l'acquisition. » Donc, cette philosophie, quand vous êtes conseil, en tout cas quand vous êtes avocat, ou notaire, ou expert comptable, et que vous vous retrouvez face à un client qui vous pose cette question, vous êtes bien souvent assez incapable de lui faire changer sa philosophie. La philosophie, c'est l'ADN, c'est la psychologie du client. Et cette psychologie, vous pouvez avoir une influence, mais qui sera tout à fait réduite. En tout cas, qui ne permettra pas de lui donner envie ou pas de sauter le pas d'une acquisition à plusieurs millions d'euros qui va le projeter, puisque cette acquisition est souvent faite par le truchement de la dette bancaire, et ce sera un point important de notre échange aujourd'hui, ne pourra pas influer sur son choix. Donc c'est un point important, c'est cette philosophie. Puis la deuxième chose qui est importante, c'est bien souvent le coût que représente une acquisition. Être locataire a le mérite de la simplicité. On s'engage sur une durée relativement courte,
On s'engage sur un prix qui est relativement faible, notamment quand on le compare à une annuité de remboursement auprès d'une banque qui peut être beaucoup plus forte, notamment si on se situe à Paris, ou lorsqu'on compare un loyer que l'on peut payer sur un plateau de bureau de 200 mètres carrés versus le coût d'acquisition avec les frais d'acquisition. Donc les frais d'acquisition, c'est les droits d'enregistrement qu'il faut payer à l'État français, environ 5%, et les émoluments du notaire qui sont autour de 2%. Donc tous ces frais, ces travaux, je dirais, donnent déjà un frein fort aux chefs d'entreprise qui souhaitent acquérir un bien immobilier et y réfléchir à deux fois avant de se lancer. Donc il y a déjà un sujet de philosophie sur lequel vous pouvez peu influer quand vous êtes conseil. Et deuxièmement, il y a un sujet financier qui est évident. Et là, il faut des fonds propres importants, parfois pour faire des apports dans les opérations. Et puis aussi, il faut une entreprise qui est stable et qui est pérenne et qui est capable de remplacer un coût de loyer par un coût de crédit immobilier. Et ça, c'est intéressant puisque le coût de loyer est bien souvent inférieur au coût du crédit immobilier qui va être substitué dans le cadre d'une opération d'acquisition. Donc là, je pense que justement, on arrive naturellement à la question du financement, puisqu'on a déjà, c'est déjà la fin de ta réponse. Comment est-ce que, de manière générale, on finance cette acquisition à qui appartient le bien à la fin, par quelle structure on l'acquiert aussi, parce que on connaît l'intérêt aussi de séparer justement son patrimoine immobilier d'entreprise de la société d'activité, puisqu'évidemment, si on a des créanciers, ça peut permettre une certaine protection. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de dire. La première réponse, c'est que la première question qu'il faut se poser, c'est comment finance-t-on l'acquisition ? On a bien souvent deux cas de figure. Le premier, c'est le client qui dispose d'une maturité d'une entreprise qui est plutôt mature, avec une trésorerie d'entreprise qui est importante, qu'il a constituée au fur et à mesure de ces années. Il a un business qui est stable, qui évolue gentiment, et dans ce contexte se pose la question de savoir si on fait une acquisition en fonds propres. On utilise les fonds de la société ou alors des fonds personnels qu'on a pu obtenir par ailleurs, soit par le biais de distribution de dividendes au cours de l'exploitation d'entreprise ou par l'économie de ses salaires, ou par même voie de succession. Et on se dit, mais pourquoi prendre un emprunt bancaire ? Je vais payer des taux d'intérêt, donc je vais aussi devoir payer des divers frais d'acquisition, puisque la banque doit prendre une garantie, une hypothèque spéciale légale, donc ça coûte des frais. Je vais avoir beaucoup d'aspects chronophages dans la réalisation de ce dossier, et Gaëtan, qui est mon collaborateur à côté, sait à quel point lever de la dette, donc aider les clients à trouver un financement bancaire, c'est long, difficile et fastidieux. C'est la raison pour laquelle les clients font souvent appel à des courtiers en prêt immobilier, parce que c'est généralement quelque chose qu'on ne souhaite pas faire soi-même, parce que quand on est dirigeant d'entreprise, on a 1000 choses à faire. Donc la première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que j'y vais en fonds propres ? Est-ce que j'achète cash en réalité, ou est-ce que finalement je passe par un emprunt bancaire et je vais voir un établissement de crédit pour ce faire ? Et bien souvent, les points d'arbitrage sont des points d'arbitrage qui sont évolutifs avec le temps. C'est-à-dire que dans un univers de Toba que nous connaissons depuis un certain nombre d'années, mais qui est en train de fortement changer avec l'actualité, mais qui était malgré tout décorrélé des sujets géopolitiques et internationaux avec la guerre en Ukraine, cette remontée des taux était déjà sensiblement évoquée suite à l'inflation et à la crise du Covid. Et cette remontée des taux devient de plus en plus forte. Hier, on a eu encore une annoncée de la Fed qui allait relever ses taux de 25 bips, donc ce qui est important. Et puis on sait qu'au cours de l'année, elle va continuer à les augmenter pour atteindre presque 1% ou 2% de taux d'intérêt. Donc ça peut changer fondamentalement une opération d'acquisition par la dette bancaire. Donc ce recours au crédit a été plébiscité de par le fait que les taux étaient bas. Ces taux sont en plus d'un point de vue fiscal déductibles, quelle que soit la structuration que l'on choisit, que l'on structure par une acquisition d'une société à l'IS ou à l'IR, on va pouvoir déduire des revenus que nous allons percevoir, donc les loyers, ces intérêts d'emprunt. Donc il y a une forme, non pas de neutralité, mais en tout état de cause, avec un taux bas et des règles fiscales accommodantes, vous avez tout intérêt à vous leverager, donc à prendre un emprunt bancaire, à conserver votre trésorerie d'entreprise, même donc si vous en avez beaucoup, en vue de utiliser cette trésorerie d'entreprise pour notamment développer son activité, investir en fonds propres dans l'acquisition de nouvelles filiales, ou bien faire de la croissance organique en recrutant des nouveaux salariés et développant de nouveaux modèles. Donc, la tendance qu'on a pu dégager au cours de ces 7 dernières années, c'était évidemment l'acquisition par le biais de la dette bancaire, même s'il y avait des fonds propres,
Et évidemment, quand on achète des biens immobiliers d'envergure, la banque demande souvent, dans ce type d'opération, des apports pour payer les frais accessoires. Et les frais accessoires sont, j'en ai parlé tout à l'heure, des droits d'enregistrement, des émoluments du notaire, et bien évidemment aussi parfois des travaux, lorsque ces derniers sont d'envergure. Et c'est la raison pour laquelle le recours au financement bancaire reste malgré tout très intéressant et va, à mon avis, continuer à perdurer, même si les taux remonteront, parce que ça permettra de conserver une trésorerie d'entreprise si demain l'activité s'abaisse et qu'on a la malchance d'être un groupe hôtelier dans une période de Covid. Voilà. Et du coup, quels sont les enjeux concrets pour à la fois, là on a parlé plutôt du côté activité, Bien sûr. mais on parle aussi ici particulièrement de patrimoine du chef d'entreprise. Donc quels sont on pourrait dire des modèles un peu type d'acquisition et quels sont les enjeux derrière cela? Alors les acquisitions type, ils sont doubles. La première structuration habituelle qu'on a l'habitude de voir, c'est la société d'exploitation a beaucoup de trésorerie, il en faut un petit peu, comme je le disais, pour acheter le bien immobilier, même si on se fait prêter un peu d'argent par la banque, et dans ce contexte, il est facile, intellectuellement et sur le plan financier, que la société d'exploitation achète directement le bien immobilier et l'inscrive à l'actif de son bilan. Bon, tout ça est assez rapide. La banque prêteuse est assez à l'aise puisqu'elle a une visibilité sur le chiffre d'affaires de la société, elle peut utiliser la trésorerie de la société pour demander des apports en fonds propres, elle peut même nantir une partie de la trésorerie de l'entreprise si nécessaire. Donc, tant pour la banque que pour le chef d'entreprise, c'est le schéma idoine, assez simple, efficace et rapide. Malheureusement, la société d'exploitation étant bien souvent soumise à l'impôt sur les sociétés, on peut se rendre compte que l'impôt sur les sociétés, à long terme, n'est pas l'impôt qui va le mieux à l'immobilier d'entreprise. Parce que certes, il permet d'amortir le bien immobilier, donc de réduire la base taxable qui est constituée par les loyers et qui donc peut représenter une charge importante à terme, une charge fiscale importante. Et cet amortissement qui donc permet d'abaisser le résultat fiscal de la société d'exploitation qui perçoit les loyers, eh bien, est repris au moment de la cession de l'actif. Et donc, quand on vend l'actif, dans 5, 7, 10 ou 15 ans, et bien souvent, ça n'est pas la réflexion prioritaire qu'on a quand on achète un bien. On ne pense pas tout de suite à la vente. On est déjà très occupé à l'idée de se dire, mais alors comment vais-je aménager mes travaux? Comment vais-je financer mon bien? Est-ce que je ne me trompe pas sur le bien? Est-ce qu'un premier étage, c'est agréable? Est-ce que sur la place Victor Hugo, le métro passe un peu, donc ça tremble? Est-ce que c'est agréable pour les collaborateurs? Bref, on se pose 1000 questions et pas celle de la revente. Donc on y va vite, on y va bien, et on se dit qu'acheter dans la société d'exploitation, tout va bien. Et puis 10, 15 ou 20 ans après, quand on revend, on demande à l'expert comptable ou à l'avocat fiscaliste ou au notaire de faire un rapide calcul sur la plus-value, et là, le client devient rouge, il est un peu échaudé, ne comprend pas très bien pourquoi il va devoir payer une somme d'argent conséquente. Et là, on lui explique que les charmes de l'IS et les charmes du fait qu'il n'ait pas payé beaucoup d'impôts sur les loyers pendant 10, 15, 20 ans se retrouvent toujours un jour, et c'est aussi la beauté de l'administration fiscale française et de ses règles, c'est que si on offre un avantage fiscal d'un côté, bien souvent, il faut faire attention parce qu'elle a tendance à vouloir le reprendre de l'autre. Oui, donc effectivement, là, dans ce cas-là, pour reformuler ce que tu disais, c'est que quand on est à l'IS, on a un remboursement facilité puisqu'on déduit les amortissements donc, qui permettent de réduire le résultat et donc l'imposition sur les bénéfices puisqu'il diminue. Et puis par contre, une fois que le bien est totalement amorti, la plus-value n'est pas la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, mais il est la différence entre la valeur comptable au bilan qui, étant amortie, sera extrêmement faible et donc la plus-value sera extrêmement onéreuse. On ne taxe pas sur la vraie plus-value, la plus-value financière entre le bien que je revends 3 millions alors que je l'ai acquis 10 ans avant 2 millions. Donc le chef d'entreprise se dit très bien, je vais payer 25% d'IS sur la différence entre les deux, donc le million d'euros, et les 250 000 euros d'IS, et fin de l'histoire. Pas du tout. En réalité, si j'ai gardé mon bien 20 ans ou 30 ans, je l'ai totalement amorti, et mes 2 millions sont devenus quasiment peau de chagrin, donc 300 ou 400 000 euros, parce que j'ai une cote-part de terrain, mais on ne rentrera pas dans ce niveau de détail aujourd'hui, mais en tout état de cause, j'ai une plus-value fictive, si je puis dire, sur laquelle je vais devoir payer l'amortissement, payer de l'IS. Donc c'est assez ennuyant et désagréable, et donc on en vient au deuxième mode alternatif d'acquisition, qui est celui que je préconise notamment à mes clients, bien évidemment, même si chaque situation de chaque client est différente, c'est celui d'acquérir le bien immobilier au travers d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu, donc une SCI classique. Donc là, pour le coup, détenue forcément par l'entrepreneur et ses associés potentiellement, puisqu'elle ne peut pas être détenue, la transparence fiscale à l'IS, ça nous remet à l'impôt sur les sociétés. Exactement, et c'est finalement le principe de l'article 8 du Code général des impôts qui explique que
translucidité, et je reprends ce petit mot qui n'est pas la transparence, puisque la transparence c'est les sociétés de l'article 1655 ter, donc de copropriété de navires, qui n'est pas le sujet du jour, mais on en parlera un autre jour si on veut. Mais en tout état de cause, ces sociétés sont translucides et déterminent leur résultat fiscal en fonction des associés qui détiennent le capital de cette SCI. Et donc si on est des associés personnes physiques, les personnes physiques sont soumises à l'impôt sur le revenu, et dans ce contexte, on a une fiscalité qui est tout autre que celle qu'on a évoquée rapidement à l'IS. Et donc, ce mode alternatif, pour faire court, c'est une SCI à l'IR détenue par les personnes physiques uniquement, du groupe familial ou les associés, qui va s'endetter auprès d'une banque pour acheter le bien immobilier qui ensuite sera loué par la SCI à l'IR au profit de la société exploitante qui, en contrepartie de la jouissance des locaux, versera un loyer à la SCI. Ce loyer permettra à la SCI de rembourser l'emprunt bancaire. Tout ça paraît tout à fait simple, mais en réalité, il y a beaucoup plus de complexité puisque l'économie dans laquelle nous vivons et la fiscalité qui est la nôtre depuis très longtemps, tant sur les revenus du travail que sur les revenus du capital, est si forte que les dirigeants d'entreprise ont pris l'habitude de se verser des petits salaires, de limiter leur distribution de dividendes, et donc ont concentré un amas de liquidités dans leur société d'exploitation et n'en ont pas beaucoup à titre personnel. Donc, c'est le propre du chef d'entreprise, c'est qu'il a un patrimoine professionnel fort, important, constitué par les titres de sa société, mais qui n'a qu'une valeur qui est celle d'aujourd'hui, sans savoir ce qu'elle sera demain, et un patrimoine personnel très faible, très limite. Et c'est la raison pour laquelle acquérir son immobilier d'entreprise par le biais d'une société que l'on détient en nom propre et non pas par l'intermédiaire d'une société d'exploitation, c'est un bon moyen de commencer un rééquilibrage progressif. Mais si la banque vous demande de mettre des apports en fonds propres afin d'acquérir ce bien immobilier, bien souvent, vous regardez dans vos poches et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de billets, et alors se pose la question de savoir comment fait-on des apports en fonds propres. D'accord, et ben justement, je pourrais poser cette question parce qu'elle vient naturellement dans la suite, parce qu'on perçoit en effet l'intérêt de rééquilibrer les patrimoines, puisque évidemment, si on prend du risque toute sa vie, qu'on travaille énormément, on n'a pas forcément envie de payer 45% d'impôts sur ses revenus, c'est naturel, mais au bout d'un moment, il faut quand même bien que l'argent sorte de la société et qu'on le récupère, ne serait-ce que pour la vie courante, mais également dans une préparation patrimoniale de la retraite, voire même de la transmission. C'est exactement ça le sujet, et quand la banque vous propose de financer une opération d'acquisition d'un immeuble dans Paris, de bureaux, pour 10 millions d'euros, mais qu'elle vous dit qu'elle vous prêtera que 8 millions, encore faut-il que vous trouviez 2 millions quelque part. Et s'ils ne sont pas sous votre matelas, ni sur votre compte bancaire, le problème se pose aujourd'hui de se dire comment vais-je pouvoir le faire. Et c'est toute la politique accommodante des établissements de crédit au cours de ces dernières années qui a permis à beaucoup de chefs d'entreprise de faire ce qu'on appelle un financement à 110%. Le financement à 110%, c'est le financement par la banque du prix d'achat du bien et de l'intégralité des accessoires. De telle manière que le chef d'entreprise, à part signer une caution personnelle et solidaire sur laquelle il s'engage à payer sur son patrimoine personnel si la société ne rembourse pas le crédit, n'apporte finalement rien dans l'opération et la banque prête tout. Ce qui est extraordinaire puisque cela vous permet de faire une opération à effet de levier très puissante, mais en contrepartie aussi de ne pas faire d'apport en fonds propres et donc n'oblige pas à une distribution de dividendes massive, taxée certes à 34% en tranche marginale, ce qui est bien souvent le cas des clients que nous conseillons, ce qui coûte très cher, sortir 1 million d'euros brut et se retrouver avec 660 000 euros uniquement dans la poche, ça fait une perte de 340 000 euros. Si vous multipliez ça par des millions d'euros, ça fait beaucoup d'argent. Donc ce recours au levier est fantastique et se pose un problème quand vous vous endettez beaucoup, ça veut dire que vos remboursements, vos mensualités sont très fortes. Le problème, c'est que la valeur vénale de l'immobilier, notamment parisien ou en Ile-de-France, a énormément évolué, mais la valeur locative n'a pas suivi le même rythme. Et donc, l'administration fiscale exige, quand vous avez une société civile d'un côté et une société d'exploitation de l'autre, que le flux de loyer soit de marché. Donc, vous ne pouvez pas exiger à la société d'exploitation de lui faire payer un loyer exorbitant, bien au-dessus du prix du marché, simplement parce que vous vous dites « mais j'ai fait un levier très important, je dois beaucoup d'argent à la banque, donc il ne me faut pas 10 000 euros de loyer par mois, mais il m'en faut 100 000. » Oui, mais ça n'est pas le loyer de marché, le loyer de marché c'est 10 000. Donc on a un vrai problème, et c'est là où les critères du financement, la façon dont on va structurer la dette bancaire est fondamentale. Je rebondis justement sur l'aspect caution personnelle dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il est de manière générale conseillé aux entrepreneurs d'être plutôt en séparation de biens, justement pour cette raison. Est-ce que
dans ces opérations, il vous arrive de mettre c'est un petit peu familier, mais de faire passer des entrepreneurs à la séparation, justement pour éviter ce problème de la caution personnelle qui peut, du coup, si on est en communauté, altérer le patrimoine commun. Écoutez, il est assez clair que la plupart de nos clients sont des dirigeants d'entreprise. Donc la plupart de la population des clients que nous avons à connaître sont bien souvent mariés sous le régime de la séparation de biens. Alors, du fait que nous soyons relativement jeunes, nous avons des clients qui sont assez fortunés et qui donc sont bien souvent beaucoup plus âgés que nous. Et nous arrivons en tout cas rarement au moment où ils se marient et où ils optent pour un choix de régime matrimonial plutôt qu'un autre. Bien évidemment, on peut réaliser un changement de régime matrimonial, mais la typologie des clients que nous conseillons nous invite à leur conseiller bien souvent le contraire. C'est-à-dire que nous conseillons une typologie de chef d'entreprise qui est bien souvent soit proche de la retraite, soit dans une opération de cash-out où ils vont décider de vendre leurs entreprises et pour rééquilibrer le patrimoine qui est très déséquilibré, on fait souvent changer le régime matrimonial des dirigeants d'entreprise de la séparation de biens vers un régime de communauté ou en tout cas de créer une bulle de communauté dans un régime séparatiste qui serait la société d'acquet pour essayer de protéger le conjoint et donc de permettre ensuite de faire des transmissions aux enfants qui soient, meilleures sur le plan fiscal. Donc le régime matrimonial est quelque chose que nous appréhendons plutôt sous l'angle de non pas la protection de ces personnes-là, mais plutôt sous l'angle du rééquilibrage, puisque la vie des affaires a fait que les épouses sont mariées, ils avaient des patrimoines quasi équivalents, et puis l'un ou l'autre des deux époux a réussi à développer une entreprise florissante, il la vend, il récupère beaucoup de liquidités, et bien souvent notre objectif, nous, principal, c'est de protéger les familles que nous conseillons, et la protection passe par un équilibrage parfait. Mais vous avez raison d'attirer notre attention sur le sujet, c'est que la caution personnelle est engageante, évidemment, et même si on est sur un business, l'immobilier qui se porte plutôt bien au cours de ces dernières années, celui qui va rembourser l'emprunt bancaire, c'est la société d'exploitation. Et la société d'exploitation, elle peut, à un moment donné, connaître de grosses difficultés et donc ne plus pouvoir payer ses loyers. Et là, se pose la question de savoir comment je vais rembourser mon emprunt bancaire. Donc, si le chef d'entreprise n'est plus capable, grâce à sa société, de payer les loyers et de rembourser la banque, se pose la question de savoir si on va pouvoir actionner sa caution, et la réponse est bien souvent oui, ou même saisir le bien, la réponse est bien souvent oui également, et ça pose un problème fondamental, et raison pour laquelle le régime séparatiste d'un dirigeant qui est en cours d'exploitation de sa société et qui n'a pas encore réalisé son gain, est le régime évidemment le plus intéressant. Là, on a parlé finalement de la mise en place de ce régime, ensuite de sa vie avec le potentiel risque de remboursement et puis l'obligation d'avoir un loyer qui est en adéquation avec le marché. Ça, c'est quand même très important. Et très dur à respecter. Oui, parce que c'est vrai que quand on a deux sociétés qui nous appartiennent, on se dit au fond, pourquoi je ne ferais pas payer 5 000 de plus par mois ou 50 000 ? Bon, pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est important de le rappeler. On a parlé de ces deux périodes, maintenant on peut aussi parler de la fin. Quelle est la vocation de cet immobilier d'entreprise une fois que, justement, vous l'évoquiez, le passage à la retraite ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de cet immobilier d'entreprise ? Est-ce qu'on le transmet ? Est-ce qu'on le revend aux futurs associés ? Qu'est-ce qui est conseillé, quel est son avenir de manière générale, mais peut-être aussi qu'il y a différentes possibilités, un petit peu comme pour la mise en place de la stratégie. Bien sûr. Alors simplement pour revenir sur la stratégie et le point sur lequel vous avez insisté à nouveau qui est fondamental, c'est cet équilibre entre le loyer que je perçois et l'annuité de crédit que je dois rembourser. Les banques ont bien souvent, du fait de l'augmentation de valeur des biens immobiliers à Paris et en première ou deuxième couronne, ont décidé d'accepter dans un certain nombre de crédits que le crédit ne soit pas uniquement amortissable, mais qu'il soit aussi, alors en immobilier résidentiel, on parle de crédit in fine, et en immobilier d'entreprise, on parle de valeur résiduelle. C'est un langage différent, un wording différent, mais qui finalement veut dire la même chose. C'est-à-dire que la banque va exiger que sur une partie de l'emprunt bancaire, le capital ne soit remboursé qu'à l'échéance du crédit. Donc si je consens, moi, établissement bancaire, un crédit à 15 ans, je vais considérer qu'une partie du crédit immobilier, par exemple, mettons 10 millions d'euros, et sur les 10 millions d'euros, j'en ai 7 millions que je vais rembourser sous une tranche amortissable qui sera donc payée trimestriellement ou mensuellement, capital plus intérêt, et le reste du crédit, les 3 millions d'euros, je ne vais payer que des intérêts dessus, donc là, ça va réduire énormément l'échéance, et le capital sera dû à l'échéance, donc au terme de la 15e année, one shot. Donc il faudra payer en une seule fois 3 millions d'euros, ce qui nécessite d'avoir la trésorerie disponible, mais qui permet de lisser finalement le remboursement de l'échéance, et donc de matcher le loyer de marché
avec l'annuité. Donc ça, c'est un point, c'est une astuce que les banques utilisent beaucoup et qui permet finalement de continuer à acquérir de l'immobilier d'entreprise sans se soucier du risque fiscal de devoir faire un loyer qui soit trop élevé, et ça répond bien souvent à la question. Et on a parlé donc des 2 schémas d'acquisition potentielle. Vous aurez compris que moi je suis un fervent défenseur de l'acquisition à titre personnel au travers d'une société familiale, parce que je souhaite sécuriser le patrimoine du chef d'entreprise, qui par essence ne l'est pas toujours au cours de l'exploitation. Et afin de mêler un peu le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire le régime fiscal de l'impôt sur le revenu à la revente, qui est très favorable puisqu'on a une exonération totale d'impôt de plus-value au bout de 30 ans, agréable quand on fait des grosses plus-values, contrairement à celui de l'IS dont on a parlé, qui plus le temps s'écoule finalement, plus devient confiscatoire. Eh bien, l'idée, c'est de mêler un peu le meilleur des 2 mondes, et sans rentrer dans le détail ici parce que ce sera trop long, la cession du fruit temporaire est le schéma fiscal utilisé par un certain nombre de conseils sur la place depuis très longtemps, et qui fonctionne plutôt bien, qui a un cadre légal très, très précis maintenant, et un cadre jurisprudentiel assez précis, avec des méthodes faciles à appliquer, quand on les connaît bien, et qui permet finalement d'avoir le régime fiscal de l'IS pendant toute la durée de portage du bien, donc pendant quasiment toute la durée du crédit, voire plus, et de se retrouver soumis à l'impôt sur le revenu le jour où on souhaite revendre, donc au débouclage de l'opération, quand on souhaite arbitrer cet actif, si on pense qu'il est intéressant d'arbitrer, d'avoir le régime fiscal des plus-values immobilières des particuliers, donc le régime de l'impôt sur le revenu. Donc là, dans cette situation, pour bien comprendre, c'est la SCI qui cède temporairement l'usufruit à la société d'exploitation. Non, ce sont les personnes physiques qui sont détentrices des parts de la SCI, qui vont vendre leur usufruit temporaire à la société d'exploitation pendant une durée donc temporaire, et qui, au terme de cet usufruit temporaire, retrouveront, ces mêmes personnes physiques, la pleine propriété des parts de la SCI. Donc on a un démembrement qui va durer X années, et ça sont des calculs fins qu'on réalise nous au sein du cabinet, et ce démembrement va permettre en effet d'avoir le meilleur des 2 mondes. Donc là, avec la nécessité pour le coup d'avoir une activité stable qui ne va pas nécessiter de changement de locaux au cours de Alors c'est une très bonne remarque, et c'est une question que tous nos clients nous posent. Et si demain, en cours de démembrement, la SCI souhaite vendre le bien immobilier, aucun problème. Le démembrement est fait au niveau des parts, il n'est pas fait au niveau de l'actif. Ce qui est possible aussi, d'être fait au niveau de l'actif, mais qui crée des problématiques de plus-value très importantes. C'est pourquoi je déconseille de manière ferme et définitive de réaliser un démembrement sur le bien immobilier en tant que tel. Et toujours interposer une structure entre les deux, de type SCI, pour pouvoir gouverner plus facilement la valorisation, mais aussi de pouvoir gérer plus facilement l'achat et la revente. Et dans ce contexte, la structuration de la cession du fruit temporaire par l'intermédiaire d'une SCI est tout à fait agréable lorsqu'il s'agit d'arbitrer le bien, de le vendre, ou même d'en acheter un deuxième parce qu'on veut se constituer un portefeuille immobilier et qu'on achète des bureaux à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Marseille. Et c'est en ça que la cession du fruit temporaire est une structuration qui est aussi agile. Donc ça, c'est important de le mentionner. D'accord. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des 3 étapes de la vie de ce modèle, qu'est-ce qu'il y a comme... on a déjà parlé de certains écueils majeurs, donc notamment les loyers qui ne correspondent pas au marché. Bien sûr. Quelles sont les erreurs à éviter dans ces stratégies, peut-être même dès le départ, peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles il ne faut absolument pas le faire, et du coup j'aimerais bien qu'on parle de ça pour savoir justement si quelqu'un nous écoute et qu'il a reçu ce conseil-là, est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles c'est soit pas du tout une bonne idée, soit au contraire quelque chose de très opportun. Et le plus important, je dirais, c'est prioritairement de bien structurer son financement. C'est vraiment la base de l'opération, puisque si vous mettez trop de fonds propres au départ, ou alors même que vous décidez à un moment donné de mal vous structurer d'un point de vue fiscal, et donc d'acquérir par la mauvaise société, eh bien vous pouvez vous mettre des bâtons dans les roues, et donc finalement vous retrouver en difficulté d'arbitrer, de vendre, etc. Ça c'est le premier point. Donc le financement, c'est la priorité. Bien trouver la bonne dose d'in fine, la bonne dose d'amortissable, la bonne dose d'apport, pour être certain, et la bonne maturité. On est pour éviter de restructurer le financement. Exactement, en cours de route, à des conditions qui peuvent être catastrophiques, et puis surtout, à tout prix, c'est une philosophie personnelle et non pas un conseil d'avocat fiscaliste, mais éviter à tout prix le taux variable. Sur l'immobilier d'entreprise, de nombreux banquiers, de nombreux établissements bancaires, et il ne faut pas leur jeter la pierre, mais ce sont des conditions commerciales qui leur sont demandées par leur hiérarchie, proposent des taux variables. Et les taux variables, s'ils ne sont pas couverts, peuvent entraîner une augmentation incroyable, comme la crise des subprimes a pu le montrer. Surtout même dans les circonstances actuelles où les taux sont plutôt bas et plutôt en train de monter fortement. Quand vous êtes au pic, ou en tout cas je dirais quand vous êtes au plus bas, vous avez plus de chances de monter que l'inverse.
notamment quand c'est le plus bas historique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et Jacques Attali le disait il y a peu de temps, il expliquait que les nouveaux riches de demain sont ceux qui se seront endettés fortement, à taux fixe, sur des durées longues. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'immobilier d'entreprise, surtout bien structurer donc son opération de financement, la durée on en a parlé, la typologie mixte amortissable in fine est importante, le niveau de fonds propres aussi, mais de grâce, évitons les taux variables. C'est un point fondamental. Il vaut mieux payer un taux fixe un peu plus élevé plutôt qu'un taux variable qui semble être plus faible quand la proposition du banquier arrive, et au moins avoir une sécurité sur 15 ou 20 ans, parce que ce sont des durées quand même assez longues. Sur 15 ans, vous ne savez pas si une économie peut, la Banque Centrale Européenne ou la Fed peuvent décider d'une remontée des taux. Donc ça, c'est un point important et il faut y faire très attention. Le deuxième point, et au sein du cabinet, nous, encore une fois, nous sommes proches de nos clients, on conseille avant tout des familles, non pas, je dirais, des clients qui peuvent aller et venir, on les conseille sur le long terme, et notre objectif, c'est d'être à la fois proche de la génération actuelle, donc la génération qui a entre 50 et 75 ans, mais d'être aussi très proche de la génération qui est plutôt la nôtre, qui a entre 20 et 30 ans. Et il est important d'anticiper, et en France plus que partout ailleurs, même si le président actuel a évoqué un assouplissement des droits de succession pour les classes moyennes, encore faudrait-il que nous puissions définir les classes moyennes, les droits de succession en France sont colossaux. Et les droits de donation aussi, tranche marginale 45% au-dessus d'1,8 million, ça va très vite, ça coûte trop cher, et ça peut péricliter et faire péricliter une opération immobilière qui aura été bien gérée pendant toute la durée de portage et le remboursement de l'emprunt, mais au moment de la transmission deviendrait si cher que finalement il faudrait vendre et puis placer son argent ailleurs, sur un contrat d'assurance vie ou que sais-je. Et c'est dommage parce que faire un arbitrage sur une opération en considération d'objectifs fiscaux, c'est nul. On ne monte pas une entreprise, on ne prend pas une décision de gestion dans son patrimoine pour des raisons fiscales. D'ailleurs, il ne faut pas le faire pour éviter le mini-abus de droit ou l'abus de droit fiscal, mais surtout, il ne faut pas le faire parce que, moi je dis toujours à mes clients, gagnez d'abord beaucoup d'argent et ensuite on s'occupera de la fiscalité, mais pas l'inverse. Donc ne venez pas me voir pour un conseil uniquement fiscal, venez réfléchir avec moi, mais ne décidons pas de grâce pour uniquement limiter la charge fiscale. Donc le point important, pour en revenir à votre question, c'était de se dire, il faut impérativement opérer une transmission quand la dette bancaire est à son plus haut. C'est-à-dire que quand on fait un financement, qu'il soit important ou pas, l'actif net de la société immobilière, au début d'un emprunt bancaire, il est quasiment nul, puisque à l'actif, on a le bien immobilier qu'on vient d'acheter 10 millions d'euros, et au passif, on a une dette bancaire qui est peut-être de 7, 8, 9, 10, voire 11 ou 12 millions d'euros si on a eu un financement très important. Donc l'actif net réévalué de la société, il est de zéro. Quel meilleur moment que de donner la nue propriété aux enfants, tout en s'en réservant l'usufruit, que le moment où on vient d'acheter, puisque cela ça va permettre finalement d'anticiper la transmission, et le jour où l'emprunt bancaire aura été remboursé, eh bien les enfants, au décès du chef d'entreprise, du fruitier, eh bien récupéreront la pleine propriété de ce bien immobilier détenu au travers de la SCI, sans aucune fiscalité. Donc on a réussi une opération d'effet de levier, on a investi dans un bien immobilier qui a pu prendre de la valeur, et en plus on l'a transmis. Fantastique, on a mis quasiment aucun euro dès le départ et on finit par se retrouver avec une vraie valeur patrimoniale, qu'on a remboursée évidemment par le biais des loyers, et en plus qui est déjà transmise. Donc en étant usufruitier, on a la capacité d'avoir les loyers tout au cours de sa retraite, donc ce qui pour le chef d'entreprise est important, parce que même s'il vend sa société, il récupère un capital, mais vous savez que placer son capital en bourse, quand on a été chef d'entreprise toute sa vie et qu'on a pris les risques, décider de mettre tout le fruit de son travail pendant 30 ans sur des marchés financiers, c'est parfois un peu dangereux, ou alors même c'est une philosophie que peu de chefs d'entreprise acceptent. Donc avoir de l'immobilier qui est générateur de revenus pour continuer à louer cet actif permet finalement de diversifier la source de revenus à la retraite, et puis de ne même pas se poser la question de la transmission, ce qui est quand même quelque chose de très agréable. Donc ça, les deux bonnes pratiques déjà, oui. Structuration de l'emprunt de manière générale. Exactement. Et aussi transmission, y penser dès le départ. J'imagine qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui font des acquisitions potentiellement avant l'âge, peut-être avant d'avoir tous leurs enfants, bien sûr. Avant d'avoir des enfants tout court. À ce moment-là, comment est-ce qu'on gère parce que là finalement la transmission permet de faire la sortie, puisque les enfants, s'ils souhaitent vendre, ils vendront. S'ils souhaitent conserver les revenus, ils pourront aussi conserver l'immeuble. Donc là finalement c'est même plus au client direct que le conseil se donne. Et dans le cas inverse, on transmet le plus tôt possible quand on a des enfants, ou comment est-ce que vous gérez ce genre de situation ? C'est une excellente question, puisque, encore une fois,
nous n'avons qu'une vision parcellaire et qui nous est propre dans la mesure où la typologie de nos clients est une clientèle qui, je dirais, est sur une opération bien souvent de sortie, donc de cash-out. Donc nous avons peu dans nos clients de dirigeants d'entreprise jeunes. Nous avons des dirigeants d'entreprise plus matures qui ont déjà fait des Mais j'imagine que certains ont potentiellement déjà du patrimoine immobilier professionnel et que vous vous retrouvez avec potentiellement un moment où on se dit bon bah voilà, j'ai 70 ans, j'ai une énorme tirelire d'immobilier d'entreprise, j'en fais quoi finalement? C'est la bonne question. La première question qu'il faut se poser, c'est encore une fois la même, et donc je ne change pas ma philosophie, je reste fidèle à mes principes. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Est-ce que j'ai toujours une bonne rentabilité sur les loyers que je perçois par rapport à la valeur vénale de l'actif? Si la valeur vénale de l'actif a explosé, que je considère que j'ai atteint les sommets de la valorisation de mon bien et que finalement l'immobilier ne peut faire que baisser compte tenu de la localisation de l'actif, de son locataire, parce que l'immobilier d'entreprise est souvent, la valeur vénale d'un immobilier d'entreprise est souvent fonction du loyer qui est versé par le locataire et donc de la qualité intrinsèque du locataire. Est-ce un bon locataire? Paye-t-il bien ses loyers? Est-ce que l'entreprise n'a pas des difficultés? Donc ça concourt énormément à la valorisation d'actifs. C'est ce qu'on appelle les méthodes par capitalisation et qui permettent de valoriser un bien. Donc la question à se poser, c'est toujours, est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Et si c'est le bon moment pour vendre, en effet, quelle va être la fiscalité? Si je suis à l'impôt sur le revenu, pas de problème. Je vais avoir, si j'ai détenu le bien depuis très longtemps, une fiscalité neutre, même si je l'ai acheté 1 million et que je le revends 10, eh bien, je vais payer 0 sur les 9 millions, donc c'est fantastique. Et qu'est-ce que je fais du cash après? Dans votre exemple, j'ai 70 ans, donc c'est fini pour l'abonder dans le contrat d'assurance vie, c'est terminé. Bon, dommage pour les banquiers privés qui se frottaient les mains de récupérer un peu le cash, dommage pour les objectifs de collecte. Me reste néanmoins la possibilité de réinvestir dans des contrats de capitalisation. Le contrat d'assurance vie n'est pas non plus une hérésie. Me reste la possibilité d'acheter un bien immobilier de jouissance, de famille, puisque quand on a 70 ans, on veut profiter de son travail. Je peux aussi aider mes enfants et donc investir dans l'entreprise de mes enfants qu'ils souhaiteraient constituer et donc ensuite permettre de faire des opérations de transmission sous le bénéfice du pacte Dutreil. Donc finalement, l'arbitrage de l'immobilier entreprise tient vraiment compte, à mon avis, d'un point fondamental qui est celui de savoir est-ce que c'est le bon moment pour vendre et est-ce qu'il faut que j'arrête. Et puis, un point qui fait écho à celui qu'on a pu évoquer auparavant, si pour le dirigeant d'entreprise à la retraite, ses loyers perçus par l'immobilier d'entreprise restent sa source de revenus principale, la question sera assez vite mise de côté quelque part puisqu'il ne réfléchira jamais à la vente de son bien immobilier qui pour lui est une source de pérennité et de sécurité de ses revenus. Donc c'est un point d'arbitrage fort et puis ce d'autant si celui-ci a déjà été transmis, l'avantage d'une rédaction fine de l'acte de donation, lorsque l'on donne tôt ou même un peu plus tard, qu'importe, les titres de la SCI qui portent l'immobilier d'entreprise, eh bien, c'est de toujours verrouiller cet acte de donation de telle manière que si un jour l'actif est vendu, eh bien, on peut reporter le démembrement sur un nouvel actif acquis, et ce qui permet finalement de conserver à très long terme, au gré des générations, l'avantage du démembrement de propriété au moment du décès. Donc ça, c'est vraiment un point important et un point d'arbitrage fort. D'accord. Pour finir sur l'immobilier d'entreprise, parce qu'on a déjà fait des ponts avec d'autres thématiques qui sont évidemment indispensables, ce serait difficile de traiter un sujet patrimonial sans parler au moins un petit peu des autres. Quelle est l'équipe à avoir autour de soi pour bien réaliser ce genre d'opération? Quels sont les conseils, éventuellement peut-être des agents immobiliers particuliers? Quelles sont les équipes qui marchent bien pour un chef d'entreprise qui se dirait après cet épisode, se dit « Ah là, c'est bon, c'est le moment ». Eh bien, la priorité, c'est d'avoir une équipe composée, à mon avis, de 3 personnes. La première, c'est évidemment l'avocat, fiscaliste et de droit des sociétés qui sera capable de l'accompagner sur notamment l'opération de structuration de l'acquisition, donc le choix du véhicule, quel type de société, une société LIS, une société LIR, une société familiale détenue par les membres de la famille, quels membres de la famille. Donc ça sont des questions clés auxquelles le notaire peut aussi répondre. Donc l'idée n'est pas de mettre les projecteurs sur l'avocat fiscaliste, mais le notaire est tout à fait capable, notamment lorsqu'il est spécialisé en ingénierie patrimoniale, de pouvoir répondre à ces questions. Le fiscaliste va aider dans la mise en place d'un schéma, notamment lorsqu'il est complexe, d'usufruit temporaire.
Vous ne pouvez pas mettre en place un schéma d'usufruit temporaire si vous n'avez pas travaillé soit avec un avocat fiscaliste, soit avec un expert comptable très spécialisé de ces sujets. Donc ça, c'est un point important, et il en existe sur la place de Paris de très compétents qui ont des niveaux de compétences équivalentes à ceux d'avocats fiscalistes. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi l'avocat fiscaliste est fondamental, et l'expert comptable probablement aussi, c'est qu'il va bien souvent rédiger une note juridique et fiscale qui va à la fois avoir les vertus d'expliquer au client finalement quels sont les avantages et les inconvénients de ce schéma, mais aussi va rassurer la direction fiscale de la banque. J'ai par exemple travaillé dans une direction fiscale d'une banque privée de premier plan à Paris, et en tant que membre de la direction fiscale, j'exigeais, lorsqu'un tel schéma était mis en place par le conseil du client de la banque et que la banque allait financer l'opération, j'exigeais, pour sauver la responsabilité de la banque et pour être sûr que le schéma ait bien été compris par le client, une note, ce qu'on appelle une tax opinion ou une legal opinion, qui permettent de s'assurer que le schéma est crystal clear, il est propre, et dans ce contexte que la banque peut donc participer à l'opération en finançant cette dernière. Donc la note de l'avocat ou de l'expert comptable est importante. Le notaire, fondamental. D'une part parce qu'il va avoir la capacité, même si ça n'est pas notre métier, on en connaît un peu les contours, avoir la capacité de faire un audit et une analyse précise du bien immobilier. Quels sont ses avantages? Y a-t-il des problèmes de la copropriété? Est-ce que les travaux qui ont été faits lorsque j'achète un bien qui a été rénové sont des travaux de bonne facture? Est-ce que les personnes qui ont réalisé ces travaux avaient des attestations d'assurance si demain j'ai une fuite de gaz, d'eau, que sais-je? Donc le notaire a un rôle central dans ces opérations-là, de concert évidemment avec l'avocat fiscaliste. Et je souhaitais parler d'une troisième personne, c'était l'expert comptable. Alors l'expert comptable arrive, s'il n'est pas spécialisé en cession d'usufruit temporaire, parce qu'il en existe peu malgré tout, l'expert comptable arrive toujours en second temps. C'est-à-dire quand on est quasiment à la toute fin de l'opération d'acquisition et que le bien va être acquis, il faut tout de suite qu'il se saisisse de la compréhension du dossier pour savoir quelle ventilation il va réaliser entre l'amortissement des constructions et le terrain qui lui-même ne s'amortit pas. Et à Paris, il y a de nombreux contentieux fiscaux sur le sujet et il faut faire très attention à cette ventilation, parce qu'à Paris, on a tendance à voir de beaux immeubles haussmanniens, mais on oublie qu'ils sont construits sur la base d'une bande de terrain, donc celui-ci ne pouvant pas s'amortir selon les règles comptables. Donc c'est très important d'avoir une équipe qui doit intervenir à des phases différentes de l'opération, de concert, et que surtout les échanges puissent se faire en bonne intelligence. Les professions libérales sont des professions avec beaucoup d'ego, et le schéma peut être souvent critiqué par le notaire qui verrait l'avocat fiscaliste proposer tel ou tel schéma, ou inversement, l'expert comptable en bout de chaîne dire à son client « mais pourquoi vous avez fait ça, c'est une hérésie ». Donc vous voyez, le dirigeant d'entreprise qui lui a bien autre chose à faire, il a payé des conseils pour ça, veut que ces conseils-là travaillent en équipe de manière efficace. Donc il faut une cohérence dans le conseil, et donc que chacun puisse se parler dans le long terme avec beaucoup d'efficacité, ce qui aidera beaucoup le dirigeant d'entreprise. Et puis une quatrième personne, même si je la mettrai en parallèle, c'est le banquier ou la banque. C'est elle qui va financer l'opération, c'est elle qui va permettre la concrétisation de l'opération effective. Et cette banque, elle se trouve soit parce que le client a déjà, de bons rapports avec un ou plusieurs établissements bancaires qui disposent des comptes de la société, des comptes bancaires de la société qui est florissante, qui travaille bien. Donc il est naturel d'aller interroger le banquier corporate, donc le banquier qui gère les comptes de l'entreprise, parce qu'il sera ravi d'accompagner le dirigeant lorsque l'entreprise se porte à merveille. Et si le banquier de l'entreprise ne se montre pas dynamique, réactif, efficace dans ces conditions, eh bien, il faut aller voir un professionnel, notamment un courtier, qui sera capable de trouver le bon crédit immobilier, étant entendu que notaires, avocats, experts comptables ont eux aussi de bons réseaux de banquiers et savent de temps en temps mettre en relation les bonnes personnes pour justement pouvoir rendre quelque chose, en tout cas un projet efficace. Ouais, donc avoir potentiellement, même se faire recommander des professionnels par les personnes avec qui on a déjà confiance, ça peut être un gage d'efficacité du projet, puisque c'est des personnes qui ont l'habitude de se parler, donc qui travaillent bien ensemble. Ok. Parallèlement à ces sujets d'immobilier d'entreprise, on a déjà parlé de certaines optimisations qui étaient des optimisations courantes. Est-ce qu'au sein du cabinet, il y a des thèmes particulièrement récurrents, ou alors on a parlé déjà de la typologie de clients que vous accueillez le plus souvent, des points d'attention qui, quand vos nouveaux clients arrivent, vous dites « Ah tiens, ça se voit que c'est un nouveau client parce que justement il n'a pas encore ça dans son patrimoine, on n'a pas encore mis ça en place ».
Alors, c'est vrai que la fiscalité du patrimoine est, à mon avis, un des pans de la fiscalité qui est le plus large. Donc, les sujets que nous avons à traiter au quotidien sont extrêmement diversifiés et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de notre activité. En tout cas, ce pourquoi moi j'ai décidé de créer ce cabinet sur la base de cette activité. On peut travailler sur des sujets au sein de mon cabinet de trust, des sujets de fiscalité internationale, de transmission d'entreprise par le biais de pactes du trade, de cession d'entreprise à des fonds d'investissement ou à des tiers. Et donc on va réfléchir à la mise en place d'un certain nombre de schémas classiques de donation-cession, d'apport-cession, donc que nous n'avons pas inventés, qui sont plutôt sécurisés par la jurisprudence et surtout que nous essayons ici au sein du cabinet de mettre en place avec du pragmatisme. Je crois que c'est vraiment la valeur qui nous habite le plus, c'est le pragmatisme. Nos clients ont un temps très réduit, le nôtre est aussi peu disponible et donc il faut qu'on aille vite très souvent et surtout bien. Donc il faut faire preuve de pragmatisme et tout de suite dire à un client qu'une opération n'est pas possible ou au contraire qu'elle est réalisable. Et notre expérience nous permet d'avoir toujours un chemin que l'on aperçoit et donc de pouvoir, par mon intermédiaire, guider avec mes équipes le client pour suivre ce chemin. Ce qui nous permet bien souvent, quand on rencontre un client, ce qui nous permet d'avoir une vision exhaustive et assez vite de lui dire ce qu'il a bien fait ou mal fait, c'est la déclaration d'impôt. J'ai un de mes confrères, un éminent confrère, qui dit souvent que la déclaration d'impôt, c'est la vitrine. Donc cette vitrine, quand on est par exemple dans du commerce de détail, la vitrine, on la soigne. Quand on met un joli mannequin, bien habillé, avec un joli costume, dont la chemise dépasse à peine, c'est très important finalement qu'il soit soigné. Eh bien, la déclaration d'impôt sur le revenu, elle doit être aussi soignée. C'est très important. Et donc, on demande souvent à nos clients, dans la liste des éléments qu'on souhaite obtenir, eh bien, la déclaration d'impôt pour pouvoir la regarder, pour essayer de comprendre comment le client l'a-t-il fait les années précédentes, pourquoi ses conseils, avocats, experts comptables, ont-ils coché cette case, ont-ils oublié de déclarer ce revenu, ou au contraire, ont-ils appliqué un traitement qui n'était pas celui qu'il fallait choisir. Donc, c'est quelque part, je dirais, le document d'entrée. Mais d'une manière générale, la façon dont notre cabinet est fondé, sur lequel j'ai fondé le cabinet, c'est une communication extrêmement faible. C'est-à-dire que nous croyons que le succès du cabinet ne peut être pérenne que sur la base de la satisfaction des clients. Donc, si nos clients sont satisfaits, ils vont en parler à leurs amis, à leurs collègues, à leurs associés, et donc c'est le pur fruit de la recommandation qui nous permettra d'être connus et donc de pouvoir recevoir nos clients. Et la recommandation a cette vertu, c'est que déjà elle place en confiance les gens qui viennent nous voir, mais surtout ces gens-là viennent bien souvent nous voir, non pas parce que nous sommes sympathiques, mais bien souvent parce qu'ils ont un besoin réel. Donc nous sommes toujours dans une position en rendez-vous assez confortable où on va passer le plus clair de notre temps à écouter le besoin du client et à essayer d'y répondre. Ce peut être, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, l'acquisition d'un bien immobilier. On a parlé d'immobilier d'entreprise, mais nous assistons beaucoup nos clients sur l'acquisition de biens immobiliers de jouissance ou de biens immobiliers locatifs en vue de constituer un patrimoine immobilier. Et dans ce contexte, nous travaillons beaucoup sur l'acquisition de chalets ou de résidences secondaires qui ont, avec le Covid, un essor incroyable puisque les clients se disent « mais tiens, je vais y passer une partie de l'année et puis l'autre partie, je vais la louer ». Donc on structure des business plans pour permettre justement d'avoir un financement bancaire qui permettent d'être remboursés sur la base de loyers qui seront perçus uniquement sur une partie de l'année. Donc on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Donc là, il est facile finalement de proposer à nos clients des structurations puisque on travaille beaucoup sur des structurations de para-hôtellerie, de location meublée qui sont très connues. Donc encore une fois, on invente assez peu de choses donc parce que le métier que nous faisons est un vieux métier avec des schémas anciens qui sont bien compris de l'administration fiscale et c'est la raison pour laquelle on exécute ces schémas avec toute la prudence qui est la nôtre, mais on les exécute sans réinventer toujours ces derniers. Donc l'immobilier est un secteur sur lequel nous intervenons beaucoup et bien souvent la cession d'entreprise aussi est un des points forts de notre cabinet, c'est un moment important dans la vie du dirigeant, il faut toujours aller très vite, ça c'est le propre de nos clients. Et sur la cession d'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire une donation avant la cession pour purger l'impôt de plus-value. Est-ce que cette donation, on la fait uniquement aux enfants ? Est-ce qu'on ne la fait pas non plus à l'époux qui n'a pas été, je dirais, protégé dans le cadre du régime matrimonial, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que le dirigeant d'entreprise va avoir envie de se redéployer dans une nouvelle activité ? Auquel cas, nous allons plutôt lui parler de l'apport-cession, qui sera un schéma beaucoup plus efficace concernant. Est-ce que dans ses objectifs de redéploiement et de réinvestissement, veut-il aller vers une classe d'actifs de type immobilier ? Auquel cas, s'il ne veut pas être
promoteur ou marchand, on lui dira que l'apport cession est une très mauvaise idée pour lui. Mais s'il souhaite se redéployer dans ce type d'activité ou alors dans des activités industrielles, commerciales, artisanales, eh bien l'apport cession sera fait pour lui. Donc le plus important, et je crois que les conseils l'oublient un peu trop, sans viser particulièrement les avocats, mais il faut être à l'écoute de ses clients. Pour donner du bon conseil, il faut comprendre les objectifs. Et il est parfois difficile de déterminer ces objectifs. Une famille ou un dirigeant d'entreprise qui va partir à la retraite ne va pas gagner exactement les mêmes revenus que ce qu'il avait pendant la vie de son entreprise. Et donc, on pose une question qui est souvent très difficile, à laquelle il est très difficile de répondre, c'est quel est votre train de vie? Combien dépensez-vous tous les mois? Et là, vous n'avez jamais la réponse instantanément. Et vous mettez des semaines, voire des mois, et je pense à plein de clients ici à qui j'ai posé la question depuis des mois, qui n'ont toujours pas eu la gentillesse de me répondre. Et donc, si vous n'êtes pas capable de savoir de combien vous avez besoin tous les mois pour vivre, eh bien, il est très difficile de structurer une opération de cession ou de structurer des donations, puisque vous n'allez pas appauvrir votre patrimoine si vous ne savez pas comment vous allez le consommer au cours des prochaines années. Donc, c'est un point auquel il est fait référence dans la plupart de nos rendez-vous dans lesquels nous faisons des sessions d'entreprise, et il est important de bien écouter ses clients pour ensuite pouvoir lui proposer des schémas de structuration qui soient adaptés à ses souhaits. Et même finalement en tant que client, pour avoir le meilleur conseil, dans ces moments de transition, il peut être important d'avoir réfléchi soi-même en amont à quel est le point A. Il est assez facile, c'est la situation actuelle, mais le point B que je veux atteindre, c'est lequel? Effectivement, si on veut partir à la retraite, on imagine bien que c'est pas la même chose que de réinvestir dans une nouvelle activité, et ça permettra un conseil qui sera d'autant plus pertinent si les objectifs sont clairs. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, c'était un plaisir. Un mot de la fin, ou juste saluer nos auditeurs qui nous écoutent encore? Écoutez, je crois que si nos auditeurs ont eu la patience d'écouter tout ce que nous avons dit et surtout ont eu la capacité de les comprendre, parce que bien souvent le charabia d'avocat est difficile à entendre, ou en tout cas il est difficile d'en extraire les points les plus importants, je les remercie, et évidemment nous sommes à la disposition de tous pour en discuter. Le plus important, c'est toujours d'essayer de guider les clients vers le bon chemin en fonction de leurs objectifs. Donc le mot de la fin, c'est l'écoute, et je crois qu'on est bien passé ici pour parler de l'écoute, puisque nos auditeurs seront les premiers concernés. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.